Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Bon début de semaine avec nous. Deux invités ce matin pour, pas seulement commenter l'actualité, mais pour nous expliquer la position adoptée par le gouvernement haïtien face au Venezuela. D'aucuns disent qu'Haïti s'est aligné sur la position des États-Unis en votant contre le Venezuela. Avec nos invités, Max Atis, qui est un ancien diplomate, et Maître Sonnet Saint-Louis. On va essayer de cerner la question. Ils sont avec nous, ils ont répondu à l'invitation, je leur dis merci, je leur souhaite également la bienvenue. Max Atis, bonjour, merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour Wendel, et puis nous saluons tous auditeurs qui attendent nous un peu partout. Maître Sonnet Saint-Louis, bonjour, merci, bonne semaine. Merci Wendel Théodore de m'avoir invité à participer à cette émission de grande écoute. Et je profite de l'occasion aussi pour saluer Maître Atis, qui est associé à cette démarche. Et ensemble, nous allons essayer d'apporter un nouveau éclairage sur cette question dans la modeste mesure où nous le pouvons. Est-ce qu'on peut analyser de façon objective la position d'Haïti? Si oui, comment le faire, Maître Atis? Je ne sais pas ce que vous entendez par une analyse objective. La position d'Haïti par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est une position, je dirais, normale. À titre d'exemple, en 1991, embargo décrété sur Haïti, puisque à l'époque, il y avait, excusez-moi l'expression, ces voyous au pouvoir, Michel François, Cédras, etc. Donc, embargo sur Haïti. Donc, Venezuela t'es voté pour l'embargo, pas contre le peuple haïtien, pas contre le peuple de Haïti, mais contre ces voyous, entre guillemets, que je viens de citer. Je rappelle également, en 2004, le gouvernement de 2004-2006, La Tortue et Boniface, le gouvernement du Venezuela n'avait pas, en tout cas, accordé sa lettre de noblesse au gouvernement de l'époque. Mais là encore, ce n'était pas un vote contre Haïti, ce n'était pas une réaction contre le peuple d'Haïti, mais contre un fait. Donc, et 91 et 2004, telle a été la position du Venezuela par rapport aux deux gouvernements de l'époque, c'est-à-dire 91 et 2004. Donc, ce que je voudrais ou j'aimerais que... Oui, mais Guémon Cap dit que ça n'a pas suffi. Vous pouvez... ça n'a pas suffi jusque-là pour justifier cette position. D'autant que 6 mois plus tôt, nous avons salué l'élection de Maduro. Justement, je vais essayer... Et 6 mois plus tard, alors, on va dire que question les dynamiques. Je vais essayer d'apporter un élément d'explication par rapport à votre question que je trouve pour le moins importante et perspicace. Qu'est-ce qui s'est passé? La charte démocratique de l'OEA, signée à Lima, au Pérou, en 2001. Haïti est signataire de cette charte, ainsi que le Venezuela, entre autres. La charte démocratique de 2001, signée au Pérou. Haïti, en tant que membre de l'OEA, en tant que signataire de cette charte, Haïti ne pouvait pas faire autrement. Je dois rappeler à ceux qui nous écoutent un petit peu partout. J'ai un tout petit désaccord. Voilà, non, je vais terminer. Ok, allez-y. Je vais terminer pour dire tout simplement, il n'y a pas eu de désaccord entre Haïti et le Venezuela. Il s'est passé deux choses. Un, Haïti, à tout prix, devait respecter la charte de Lima, cette charte démocratique, que Haïti est signataire. Haïti ne pouvait pas faire autrement.
Donc Haïti se devait de respecter ce qu'il ou ce qu'elle a signé. C'est la première chose. La deuxième chose, vous avez un pays morcelé, c'est-à-dire la République du Venezuela. Aujourd'hui, l'inflation au Venezuela est à 1 million %. C'est énorme. Vous avez plus de entre 2 500 000 et 3 millions de Vénézuéliens sur les frontières entre la Colombie. Donc, nous avons une situation catastrophique. C'est une situation humanitaire. Donc, face à cette situation socio-politique, Haïti ne pouvait pas faire autre chose. Ok. Haïti a fait ce qu'elle devait faire, Merci. voter contre. Merci Max Atis, sauf que je peux vous rappeler que la situation ne date pas de la semaine dernière, ne date pas d'aujourd'hui. Mais sauf que le vote a daté, le vote est daté la semaine dernière. Oui, mais donc avant. Haïti ne pouvait pas intervenir avant. Ok. C'est le vote. Très bien. C'est le vote qui a eu lieu la semaine dernière. Maître Sonnet Saint-Louis, vous suivez, j'ai pu le remarquer avec attention, les explications du professeur Atis. Vous allez abonder dans le même sens, si je ne me trompe pas? Absolument, j'ai entendu les explications de mon collègue, mais je vais tout simplement ajouter quelques nuances. Je vais tout de suite tracer la ligne de mon analyse. Il y a deux choses à ne pas faire dans ce débat. La première, c'est qu'il ne faut pas poser la question en termes de pour ou contre. Est-ce qu'on est pour le vote ou bien on est contre le vote? Et la deuxième chose qu'il ne faut pas faire, c'est de se comporter en admirateur émotionnel et inconditionnel. Donc, dans ce cadre-là, ma démarche épistémologique se situe donc dans une perspective réaliste. Réaliste parce que d'abord, c'est un courant très fort qui domine les relations internationales. Qu'on le sache bien, Wendell Théodore, on n'est pas sûr qu'Haïti Haïti votera toujours en faveur du Venezuela. Mais qu'on n'est pas sûr non plus qu'Haïti votera toujours en faveur des États-Unis. Ce qui s'est passé à l'OEA, je l'interprète comme étant un changement de paradigme dans les relations Haïti avec Venezuela, mais notamment avec le reste du monde. Est-ce que Haïti va suivre ce nouveau rapport qu'elle est en train de définir sur la scène internationale? Parce que ce qu'il faut comprendre, le vote d'Haïti ne doit pas être un acquis. Haïti votera toujours, mais il ne doit pas voter contre ses intérêts. Haïti votera, mais elle doit tenir compte de ses intérêts. Parce qu'en fait, ce qui définit les relations internationales, c'est une question d'intérêt. Mais la question à se poser aujourd'hui, qu'on doit se poser aujourd'hui, quel est l'intérêt d'Haïti dans ce vote contre le Venezuela? Donc vous pouvez répondre rapidement à cette question? L'intérêt d'Haïti? Et écoutez, et j'ai bien noté que vous avez dit que le vote d'Haïti contre le Venezuela. Oh, je dis contre le Venezuela parce qu'en fait, ce n'est pas seulement... Bon, il a fait cette nuance et mon collègue a dit ben, c'était un vote contre le régime actuel. Mais en tout cas, le vote ou bien les sanctions qui en découlent, ou bien d'autres sanctions qui découlaient dans le passé, donc a fait considérablement le peuple vénézuélien. Donc il faut quand même faire cette petite nuance. Est-ce que le vote a été fait contre le Venezuela ou bien le fait a été fait contre le régime de Maduro? Maintenant, je dis qu'il faut qu'Haïti définisse ses priorités, ses intérêts au niveau international. C'est qu'il faut comprendre. Il faut voir la situation d'Haïti. Il y a des gens qui critiquent la position du gouvernement haïtien parce qu'il s'est refait à des fondamentaux. Parce qu'ils disent qu'Haïti doit s'accrocher à ses principes. Quels sont ces principes? Haïti, c'est un pays qui défendait les droits de l'homme, qui défend les droits de l'homme dans le passé. Donc c'est un pays qui doit rester sur les terrains de la contestation populaire, c'est le terrain de la contestation mondiale. À chaque fois, l'intérêt humain est menacé, mais à chaque fois aussi, la liberté est menacée. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, on n'est pas au 19e siècle. Haïti n'est pas au 19e siècle et Haïti n'est pas ce qu'elle était au 19e siècle parce que les choses ont terriblement évolué. Tout à fait, on est d'accord, mais vous allez admettre également, maître, vous deux qui êtes ici sur le plateau,
qu'il y a eu quand même des élections. On vous dira aussi que le peuple a voté. Bien sûr. Justement qu'il y a eu des élections. Personne ne le conteste. Sauf que Wendell... Non, mais l'élection oui, mais Wendell, il y a une chose... est l'une des règles, oui, également l'une des règles de la démocratie. L'une des règles, mais sauf que les élections doivent être faites dans les règles. Et si les règles ne sont pas respectées, on se doit de ne pas respecter également les résultats. Je voudrais en revenir. Écoutez, professeur, oui. Oui. Aidez-moi seulement à comprendre. Aujourd'hui, vous estimez que les élections ne se sont pas déroulées dans les règles. Écoutez, alors que vous avez salué la victoire de Maduro. Moi, je n'ai jamais dit que les élections de mai dernier au Venezuela n'avaient pas respecté les règles du jeu. Sauf qu'on est face à un pays morcelé. On est face à un pays en sens dessus-dessous. Effectivement... ça, c'était déjà le cas. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Peut-être ça... dès le mois de mai, vous me permettez quand même de terminer ma phrase, hein, Wendell. Et effectivement, le président de la République a pris le soin de saluer la réélection de Maduro, dans la mesure où il croyait, tout au moins, avec l'élection du président, la réélection du président Maduro, t'as pas gagné possibilité pour président Maduro chita avec l'opposition. Dans la mesure où ce n'est pas le cas, ça ne sera pas non plus le cas vu la position de l'Europe, de l'Union européenne, la position des États-Unis, la position du Canada, la position d'un certain nombre de pays de l'Amérique latine, etc., etc. La situation est extrêmement confuse. Oui, la situation est extrêmement compliquée. Il y a dit que nous pas cohérents, non incohérents. Bien sûr qu'il y a une cohérence. Il y a pas, vous savez, nous sommes en politique étrangère. Les pions sont faits pour être bougés. Les pions sont faits pour être déplacés. C'est-à-dire, effectivement, je ne dirais pas qu'on change de position comme on change de caleçon, mais ça va à une vitesse frénétique. Et pourquoi la position des États-Unis n'a jamais changé? Écoutez, c'est une question... Par rapport au Venezuela. C'est une question qu'il faut poser à Mike Pompeo, le chef de la diplomatie des États-Unis. Non, je me suis inspiré justement des explications que vous avez fournies, cher maître, pour vous dire que vous venez de dire justement qu'on change pas de position comme on change de caleçon. Mais les États-Unis ont une position... Mais bien sûr. Statique, ceci depuis longtemps, vis-à-vis du Venezuela. Vous parlez exactement vis-à-vis du Venezuela, sauf que nous également. Vous savez, nous sommes, heureusement ou malheureusement, nous sommes dans la continuité de la ligne tracée par Dessalines, la diplomatie de Dessalines. C'est-à-dire être du côté des plus faibles. Et c'est ce que mon ami Saint-Louis a essayé de faire comprendre. Nous ne sommes plus au 19e siècle. Nous ne sommes plus au 20e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Cette histoire, en 48, d'un claquement de doigts, on a voté pour Israël. 68, 69, on a voté pour la Libye. On a voté pour le Sahara occidental. Donc, ça doit changer. Ça doit cesser. Pourquoi? Parce que le fil conducteur des relations internationales n'est autre que les intérêts. Les intérêts. Ce sont les intérêts qui doivent primer. Mais que le Haïti, par exemple, après, il dit que bon, que ça, on prend décision ça, on prend position ça, on vote en mon âme et conscience, c'est pas un autre pays qui fait me faire. Mais qui vous a dit que c'est un pays? Voilà, moi-même, j'ai discuté. Vous voulez reposer la question? Qui m'a dit? Vous avez dit qui m'a dit? Non, je vous dis qui vous a dit que Haïti n'a pas voté en son âme et conscience. Qui vous a dit que le vote d'Haïti a été je ne sais pas, dicté par... Non, pas du tout. Moi, je pense que la position du président de la République, c'est la meilleure des positions. Faire comprendre au président Maduro que Haïti va continuer cette coopération historique, ancestrale avec le peuple vénézuélien, mais la situation... Sans vous. La situation, ce n'est pas sans lui. La situation étant intenable, ce n'est plus tenable, la situation aujourd'hui au Venezuela. Il va falloir que le président Maduro trouve
un modus vivendi, un modus operandi avec l'opposition. Moi, je pense que c'est le message. Donc c'est une forme de pression. C'est le message, vous l'appelez comme vous voulez, c'est le message qu'a voulu faire passer le président de la République. Voilà. Est-ce que vous savez aussi que les États-Unis n'excluent pas une intervention militaire au Venezuela? On l'a toujours dit. Mais écoutez, en même temps, il faut dire une chose. Il y a une chose qui mérite d'être soulignée. 1. Apparemment, le peuple vénézuélien, j'ai dit bien, apparemment, c'est suivant, le peuple vénézuélien est du côté de Maduro, apparemment. 2. L'armée est du côté de Maduro. 3. Bon, Maduro a des parrains, notamment la Chine, la Russie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a des discussions entre le président Maduro et le président Vladimir Poutine pour que la Russie ait une ou deux bases militaires au Venezuela. Donc, à votre avis, Haïti aussi pourrait se ranger de quel côté? Écoutez, Haïti ne s'est rangé d'aucun côté. Haïti a pris la position qu'il fallait prendre. 1. Respecter la charte de Lima, que Haïti a signée en 2001. 2. Se positionner aux côtés du peuple vénézuélien. 3. Dire au président Maduro, le jour J est venu pour que vous entamiez des discussions avec l'opposition. C'est votre point de vue, monsieur? Vous avez soulevé avec raison qu'il y a un sort de revirement spectaculaire dans le comportement, dans la conduite de la politique étrangère d'Haïti vis-à-vis du Venezuela. Ce que déplorent certains observateurs. Absolument, parce qu'on avait dit il y a 5 mois de cela que le gouvernement haïtien avait félicité le gouvernement du Venezuela. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Je dirais tout simplement... Pourtant, le diable est dans les détails. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Je dirais que les élections constituent la voie démocratique par excellence. Et c'est ça qui est affirmé dans la charte de l'OEA. Donc, quand on veut débloquer une situation, on dit dans tout le pays, donc on va aux élections. Parce qu'en fait, les représentants qui prennent les décisions au nom du peuple doivent avoir un mandat du peuple. Donc, c'est ça la démocratie. Et vous avez le revirement spectaculaire dans le comportement d'Haïti. C'est traduit d'abord. Avant d'élaborer sur cet aspect, je ne sais pas si vous voulez bien répondre à cette question. Pourquoi vous n'avez pas fait abstention? Alors, pourquoi Haïti n'a pas fait abstention comme c'était le cas la dernière fois? Ok, je vais répondre aussi à cette question. Mais je dirais, pour ne pas perdre le fil de ma pensée, revirement, c'est-à-dire les pions en relations internationales, les pions peuvent être déplacés à n'importe quel moment de la durée. Et je me rappelle, et Condoleezza Rice avait fait une déclaration sur une question pareille, et qui concernait les États-Unis. Elle avait dit que... Il faut préciser pour le public, quand vous parlez de Condoleezza Rice, c'est l'ancienne secrétaire d'État américaine. Et puis il dit, en déclaration elle était faite, il dit à chaque fois que je mettais signature en bas de documents, je me pose la question suivante. Quel est l'intérêt de mon pays? Et c'est ça. Et c'est ça que j'avais dit tout à l'heure. Il ne faut pas prendre le vote d'Haïti comme un acquis. Et ce n'est pas sûr qu'Haïti va toujours voter en faveur du Venezuela, quelles que soient les conditions sur le plan interne du Venezuela. Mais ce n'est pas sûr non plus qu'Haïti va toujours s'aligner sur la position des États-Unis. Donc, dans ce cas-là, Haïti doit pouvoir identifier ses propres intérêts. Donc, à ce moment-là, quelle est la situation d'Haïti, Wendell Théodore? Nous vivons dans un pays actuellement où la faim ténaille 4 Haïtiens sur 5. Haïti, c'est un pays pauvre et analphabète. Pauvre et analphabète, pour ma part, Haïti ne dispose pas d'un véritable droit de manœuvre sur l'échiquier international. En moins de 10 ans, Wendell Théodore... Par contre, votre décompté. J'ai une autre opinion. Non, vous n'avez pas de marge de manœuvre. Parce qu'en fait, marge de manœuvre sur l'échiquier international. Je vais expliquer. Parce que, et vous avez fait référence aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le pays le plus puissant de la planète. Pourquoi vous dites qu'Haïti, les États-Unis ont toujours une position dans cette question-là? Il est contre le gouvernement de Maduro. C'est parce que c'est le pays le plus puissant de la planète.
quand je dis c'est les pays les plus puissants de la planète, je ne suis pas en train de faire cadeau aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis actuels, c'est une puissance impériale globale et totale. Les États-Unis sont présents, ou bien sont premiers, dans tous les domaines qui comptent. Technologie, militaire et économique. Dans ces conditions-là, je dis souvent que les États-Unis, ce n'est pas même un pays, Wendell Théodore, c'est une fiction. Et la capitalisation... C'est comme si on a justifié le choix d'Haïti. Je ne suis pas en train... Non, c'est comme si on a dit que... Non, écoutez, je vais terminer. C'est comme si on a dit, moi, étant donné que les États-Unis, première puissance, pays qui font dans tout domaine, aujourd'hui, c'est normal que nous, mêmes petits peuples, pays pauvres, c'est ce qu'on dit là tout à l'heure, pauvres et analphabètes, nous choisissons quand nous. Quand nous, c'est ça, c'est mettre nous en bas celle les États-Unis. Non, non, ce n'est pas ça. Permettez-moi, Saint-Louis, de revenir sur une question que vous avez posée. Parce que vous parliez de contradiction. C'est comme si... Non, mais ça me dit, ça, me déposer, mettre sur la question ça. Oui. Ça qui empêché de nous faire abstention. Voilà, justement, je vais répondre. Allez-y. Par rapport au vote du mois de mars dernier. Que s'est-il donc passé au mois de mars dernier? L'OEA va se réunir autour d'une question, une seule. C'est l'expulsion du Venezuela au sein de l'OEA. J'ai dit bien, l'expulsion du Venezuela. Et non des mesures contraignantes contre le gouvernement du Venezuela. Là, ce qui s'est passé au mois de mars dernier impliquait uniquement le peuple du Venezuela. Par rapport à nos rapports ancestraux, historiques, des rapports forts, Simon Bolivar, etc., Haïti a dit non. Oui. Ça, j'avais compris la démarche. Je vais terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, Haïti, abstention. Non, Haïti n'avait pas dit non. Non, Haïti n'avait pas dit non. Abstention. Haïti s'est abstenu. Oui, mais abstention. Oui. Mais ce que vous devriez savoir, dans les grandes institutions internationales, lorsqu'on s'abstient, on se range du côté de l'autre. Pas toujours. Ah si. Pas toujours. Non, parce que je vais terminer. C'est la raison pour laquelle, vous me laissez terminer s'il vous plaît. Allez-y. C'est la raison pour laquelle, tout de suite après la réunion du mois de mars, après le vote, un dîner a eu lieu, c'est une confidence que je suis en train de vous faire, un dîner a eu lieu, voilà, au département d'État, Haïti n'a pas été convié. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont trouvé que Haïti a apporté son soutien au Venezuela, même en s'abstenant. Donc, vous voyez, il n'y a pas de contradiction. Je vais démontrer pourquoi il n'y a pas eu de contradiction. Le vote de mars, c'est un vote, c'est un signal fort envoyé au peuple du Venezuela, alors que le vote de la semaine dernière, c'est un vote. Parce que la question qui s'était posée, voilà, c'était pour ou contre la réélection de Maduro. Vous voyez, il n'y a pas eu de contradiction. Au mois de mars, on a voté aux côtés du peuple de Venezuela. Et la semaine dernière, on a dit, le président de la République a voulu lancer un message fort au président Maduro et son gouvernement en disant « assez, c'en est assez ». Voilà, assez, c'en est assez. Donc, il n'y a pas eu la moindre contradiction. Non, mais j'ajouterai, donc pour vous dire que les deux votes n'ont pas eu la même finalité, Wendell. Tout à fait. Parce que le premier vote se portait sur l'exclusion et Haïti avait dit non. Mais Haïti aussi avait la possibilité de voter pour le Venezuela. Pourquoi on ne l'a pas fait? Et Venezuela, là, il y a quand même une nuance. J'apporte une nuance. Parce que pour cette question-là, Haïti avait la possibilité de s'arranger du côté du Venezuela. Mais le deuxième vote se portait sur les élections. Pour certains pays de l'Amérique latine. Donc le processus qui a abouti à l'élection de Maduro
donc n'était pas tout à fait démocratique. Alors que Haïti avait salué cette élection. Donc, les résultats de ces élections. Oui. Non. Écoutez, même si Haïti avait salué, écoutez ce qu'il faut comprendre. Je vais arrêter. Même si Haïti, Maître, allez, posez. Même si Haïti a salué l'élection de Maduro, mais je vous dis, non seulement la situation a évolué, mais il faut comprendre comment Haïti déplace les pions donc, sur la scène internationale. Je comprends ce vote comme pour moi-même comme étant un changement des paradigmes dans les relations d'Haïti avec les Vénézuéliens. Mais ce qu'il faut comprendre, Wendell, je l'avais dit tout à l'heure, tout au début de mon introduction, qu'on le sache bien. Non. Est-ce que le contexte est bien choisi? Est-ce que le contexte, ou bien est-ce que le moment est opportun pour changer de paradigme par rapport à un pays dont on dit qu'il est frère? Écoutez, Wendell. En relation internationale, il n'y a pas d'ennemis permanents, il n'y a pas d'amis permanents. Il y a des alliés. Il y a des alliés. Okay. Donc, ce qu'il faut comprendre, il n'y a que des alliés. À ce moment-là, c'est la raison pour laquelle, s'il n'y a que des alliés, donc le vote d'Haïti ne sera pas toujours en faveur du Venezuela. Tout comme, il faut le dire aussi, que le vote d'Haïti sur la scène internationale ne sera pas toujours en faveur des États-Unis. Parce que les pions peuvent être déplacés d'un moment à l'autre. Monsieur, merci. Je vais observer la pause. Et au retour, vous m'apporterez quelques précisions. Si vous avez à redouter des représailles des États-Unis ou des représailles du Venezuela, votre choix, alors vous auriez choisi quoi? Écoutez, en termes de représailles... On aura la réponse après la pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Max Atis et Sonel Saint-Louis sont les invités de la rubrique. Merci de l'intérêt jusqu'à présent. Et à tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Max Atis et Sonel Saint-Louis sont les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Et nos amis nous expliquent le bien fondé de la décision haïtienne à l'OEA la semaine dernière. Nous avons aussi compris à la lumière des explications fournies par nos invités qu'il y a, effectivement, ils ont raison, une nette différence entre le vote intervenu en mars dernier où le Venezuela, où l'OEA demandait l'exclusion du Venezuela et le vote de la semaine dernière où l'on mettait en question la légitimité du président élu au Venezuela, Nicolas Maduro. Des Haïtiens redoutent des représailles de la part de ce pays frère et le Venezuela. Avec nos invités, on va essayer de comprendre entre des représailles des États-Unis et des représailles du Venezuela, quel choix à faire. Maître Atis, je vous vois déjà en train de répondre à cette question. Bien. Moi, je pense qu'il faut éviter de rentrer dans ce binôme, dans ce manichéisme. Voilà, blanc ou noir. Ce binôme, je ne l'aime pas. A dit quel choix à faire pour ou contre, non. Non, mais vous avez déjà fait le choix. Si. Oui, justement, je pense que c'est plus nuancé que ça. Dans la mesure où les leviers qu'on utilise en politique intérieure, en politique extérieure, en politique étrangère, ce ne sont pas les mêmes leviers utilisés en politique intérieure. Donc le public doit pouvoir comprendre cela. En politique intérieure, on a affaire avec des compatriotes, bien que dans l'opposition. Alors qu'en politique étrangère, la scène est brutale. Ce n'est pas n'importe qui qui a joué sur le terrain, ça. Son terrain qui est brutal, a dit c'est point ne fait pas que lié. Donc le vieillot pas même. Le vieillot, c'est compliqué, c'est complexe. Donc, journée aujourd'hui, moi-même, moi, pense que je reste quoi que c'est un grand pas fait par le président de la République et notamment son ministre des Affaires étrangères pour relancer, en tout cas en vue de relancer la diplomatie de ce pays qui patauge dans tout ce que vous voudrez.
Pour moi-même, c'est un pas important. Effectivement, un tel pas, il y aura des pour, il y aura des contre. Cependant, vous me permettrez, M. Wendel, à Théodore, de dire une chose. Maintenant, de tout Haïtien, qu'il soit dans l'opposition ou ailleurs, à chaque fois qu'il s'agit de politique extérieure, de politique étrangère, que tout le monde regroupe autour du président de la République. Ce n'est pas la politique intérieure. Il s'agit ici de la politique étrangère. Ce serait une bonne chose pour tous les Haïtiens de se regrouper aux côtés, pas forcément derrière le président, à côté président, pour nous saluer un tel geste. Parce que prendre une telle position, ce n'est pas donné à tout le monde. Ok. Vous parlez des représailles, Wendel Théodore, je suis d'accord. Pour la simple bonne raison, il faut voir la situation géographique d'Haïti. Donc la fatalité géopolitique a fait que Haïti est situé à quelques dans 45 minutes à avion des États-Unis d'Amérique. Mais la fatalité historique fait que Haïti placé à côté du pays le plus puissant de la planète. Les États-Unis, c'est une démocratie et du luxe, alors qu'Haïti, c'est une démocratie de la crasse et de la pauvreté. Et je vais faire une inquisition dans l'histoire pour vous expliquer comment les représailles dont vous faites référence sont possibles. Je me rappelle. En 1988, c'était Leslie Manigat. Sur la présidence de Leslie Manigat, il y avait un problème. Donc on voulait, les États-Unis avaient produit une demande selon laquelle on devait extrader le colonel Jean-Claude Paul qui était en haut gradé de l'armée haïtienne. Leslie Manigat avait refusé, avait dit que ce n'était pas possible parce qu'il ne peut pas soumettre un citoyen haïtien et national à la violence de notre État. Manigat défendait un principe. Même s'il défendait un principe. Mais par la suite, on savait que tous les régimes qui se sont succédés au pouvoir après 1988, ils ont extradé Haïtiens vers les États-Unis. Mais 4 mois après, Leslie Manigat a été renversé du pouvoir. On ne se souciait pas. On ne disait pas jamais que Leslie Manigat défendait un principe. Donc on disait tout simplement, ah, Leslie Manigat à l'entrée, non, bah, il militaire, bah, comme ça, voilà, il a été renversé du pouvoir. Ce qu'il faut comprendre, Haïti et Venezuela sont 2 pays maigres. Faut-il camper là. Ok, ça dit, nous comprenons, Venezuela charge avec problème tout, et tout comme Haïti charge avec... Avec problème, je vais dire. Non, juste un moment. C'est dans le signage d'explication sur le bail là. Justement. Rappel historique qu'on se fait là. Et que Haïti était refusé de livrer le colonel Jean-Claude Paul, et puis 4 mois plus tard, Leslie Manigat a tombé. Même tout vote qui se fait là, que nous dit qui est différent, Haïti voté abstention, c'est 6, 7, 8 juillet qui fait, en pile monde dit c'est parce que les États-Unis pas d'accord, qui fait Jovenel Moïse toujours président. Et c'est pour éviter la reproduction, la répétition de tels mouvements que les votés aujourd'hui aligné sur la position des États-Unis. C'est-à-dire que ça me rapporte, ça m'entendait, qui dit dans la radio tout de façon publique. Ok, je ne vous apprends rien d'ailleurs. Je voulais, puisque nous avons parlé de représailles possibles, je voulais, en fait, il rappelle ça pour, puisque vous fait nous. Ok, je vais, attendez, je vais terminer pour dire que Haïti et Venezuela sont 2 pays maigres, je l'ai souligné tout à l'heure. Et Franck Etienne dit on bagaille dans le mieux à crever, mais c'est dit on bagaille extraordinaire. J'ai dit 2 maigres ne produisent jamais de l'huile à la friture. Oui. En créole, il a dit 2 maigres pas frits. Oui, mais c'est dans un contexte bien particulier. Bien là, 2 maigres pas frits. Oui. Ça veut dire qu'il faut voir la situation économique du Venezuela et celle d'Haïti. Ça veut dire 2 maigres pas frits. Ça qui justifiait la force d'un État sur la scène internationale, il y a 2 bagailles, Wendel Théodore. C'est son économie et sa puissance militaire. Haïti n'est pas disposé. C'est une économie ravagée, totalement ravagée. Haïti n'a pas gagné armée pour imposer ses décisions au niveau international. Ça, c'est un fait.
Même si nous avons la même, nous pas bien la même pour les États-Unis. Écoutez, bon, deuxièmement, je vais terminer pour dire. Donc, Haïti, avec Venezuela, il y a une relation commerciale. Par exemple, il y a des gens qui font référence au programme Petro-Caribé. Il y a des gens qui disent, ah mais, écoutez, le Venezuela, il fait un pile bagaille pour Haïti, il fait un pile cob, si c'est là, bon, l'autre bois par rapport avec Petro-Caribé. Mais il faut dire aussi aux gens que les Haïti, ils trouvent une relation commerciale avec les Venezuela. Mais est-ce qu'on connaît tout Petro-Caribé sordiant, les États-Unis pas de jamais d'accord tout contre ça, à quoi ça? Vous ça? Absolument, bon, okay. Absolument. Ok, d'accord. Voilà, je voudrais revenir sur une chose. Saint-Louis vient avec ce fameux proverbe « deux mecs pas frits ». Moi-même, je pense que... Alors, il citait les propos du professeur Lesti Maniga. Oui, bon. Je pense qu'en relations internationales, etc., il faut nuancer. Il faut nuancer. Il faut nuancer, bien entendu. Moi, je pense que le vote de la semaine dernière, le vote négatif qu'on a infligé, je dis bien, qu'on a infligé au président Maduro et son gouvernement, n'avait rien à voir avec deux mecs pas frits. Tout simplement, nous sommes dans une situation de fait. Une situation de fait. Je répète, je reprends pour dire que la situation socio-politique au Venezuela aujourd'hui est intenable. Elle est intenable, cette situation. Donc, Haïti ne pouvait pas se permettre de voter, de passer outre. Ce serait, ne pas avoir le sens de l'histoire. C'est le timing, c'est ce timing qui va porter le président de la République, effectivement, a fait ce coup d'éclat. C'est un coup d'éclat. Oui. C'est un coup d'éclat, bien entendu, un coup d'éclat réfléchi. Je répète pour dire que le vote d'Haïti, le vote de la semaine dernière, n'a rien à voir avec le suivisme. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un vote qui a été dicté à partir de Washington. Le président de la République... Vous avez des preuves? Écoutez, monsieur Wendel, je vous dis ce que je sais. Le vote n'a pas été dicté par Washington. Le président de la République, avec son ministre des Affaires étrangères... a fait un choix, calculé. Je répète, le président de la République, son ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre, voilà, ont décidé, après avoir réfléchi de longues minutes, voilà, ont décidé de voter du côté du peuple de Venezuela. Professeur Atis. Donc, une vote de censure contre le président Maduro. Professeur Atis, avez-vous pris part à cette réunion? Non, pas du tout. Avec je n'y étais pas. Avec le président. Je n'y étais pas. Je ne suis pas dans le Saint des Saints, mais je suis en droit de vous dire, voilà, de vous faire cette confidence de ce qui s'est passé. C'est pas que Washington passe un coup de fil, le président prend une décision ça. Deux, ce n'est pas personnellement président, voilà, du jour au lendemain levé, ils font rêve, ils votent. Non, c'est un vote réfléchi. C'est un vote grand monde. Et si on jalonne l'histoire de ce pays, l'histoire de la diplomatie de ce pays, parce qu'il y a toujours eu constance, une certaine constance dans la diplomatie de ce pays. Il y a toujours eu... Mais qu'est-ce que cela veut dire, constance? Est-ce que cela doit vouloir dire voter toujours dans le même sens? Ce n'est pas ce que j'entends par constance. On peut être constant et ne pas toujours voter dans le même sens. Donc, c'est le choix d'Haïti. Je pense que c'est le meilleur des choix. Sur cette question, je pense que nous avons des contradictions. Je ne parlerai pas des suivismes. Je ne dirai pas non plus que le vote d'Haïti a été dicté par les États-Unis. Mais je dirais tout simplement qu'Haïti s'aligne sur la position des États-Unis d'Amérique. Mais écoutez, il y a 16 pays. Il y a 16 pays qui ont voté contre, vote négatif. Mais pourquoi dites-vous? Il y a l'Argentine, il y a la République dominicaine, il y a plein d'autres pays qui ont voté contre. Mais pourquoi dites-vous, de ces 16 pays qui ont voté contre, mais pourquoi vous parlez uniquement que des États-Unis? Je pense que Haïti... Mais pourquoi vous ne parlez pas de la République dominicaine qui a voté contre? Écoutez, je pense que par rapport à notre situation, Haïti ne peut pas toujours faire un vote de défiance vis-à-vis des États-Unis. Donc il faut être réaliste. Donc je ne sais pas de tromper la population ni tromper le peuple. Il faut être clair là-dessus.
Parce que, en fait... Mais le vote d'Haïti n'a jamais été un vote de défiance. Le vote d'Haïti a toujours été un vote inscrit dans les gènes. Écoutez. Je vais terminer. Les votes d'Haïti, quels qu'ils soient, c'est un vote inscrit dans les gènes des pères fondateurs de cette nation, notamment des Salines. Parce que cette diplomatie, cette constance diplomatique prend naissance en 2005-2006. C'est des Salines. Si les vivants, ils seraient encore en colère. C'est des Salines. Oui, mais la différence, écoutez, la différence est simple. Pour la simple et bonne raison, je parle de vote de défiance. Mais pourquoi? Parce que vous avez souligné tout à l'heure, cher maître, et le support, l'appui de la Chine et de la Russie par rapport au Venezuela. Oui. Nous sommes dans un jeu de géopolitique. Oui. À ce moment-là, le vote, si Haïti avait voté contre, avait été pour le Venezuela, donc on aurait pu dire que Haïti s'alliait sur la position des Russes ou de la Chine. Et à ce moment-là, je pensais que cela pourrait entraîner des représailles diplomatiques pour Haïti. À ce moment-là, il faut être clair que Haïti se trouve sous chapitre 7. Haïti est constaté comme étant un État en faillite. Non, écoutez, et c'est comme si... Je vais terminer, laissez-moi. Je voudrais éclaircir une chose. Là, il parle de la mission, Voulez-vous lui donner la chance de terminer, de conclure? Est-ce que vous me donnez la chance de terminer? Allez-y. C'est comme si Haïti, quand on est chapitre 7 des Nations Unies, Haïti c'est un pays en faillite. Il faut admettre que Haïti c'est un pays en faillite. Et la loi en Haïti aujourd'hui n'est plus ni celle ni moins, et celle de la communauté internationale qui a le contrôle surtout en Haïti. Ça, c'est le premier aspect qu'il faut souligner. Haïti, dans ces conditions-là, ne dispose pas des droits de manœuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites qu'Haïti, c'est un État indépendant. L'indépendance veut dire quoi? L'indépendance veut dire autogestion. Mais à l'heure actuelle, par rapport à la situation d'Haïti, on ne dispose pas de ce droit de manœuvre, même limité, sur l'échiquier international. Ça, il faut considérer cette situation. Ouais, je voudrais éclaircir une chose. Ok, allez-y. Il a parlé de ce fameux chapitre 7 du Conseil de sécurité, en tout cas du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce chapitre 7 auquel mon ami fait référence, c'est autant il y avait la MINUSTAH en Haïti. Pourquoi ce chapitre 7? Ce chapitre 7 permet tout simplement d'utiliser des forces létales. Cela n'a rien à voir avec la situation socio-économique du pays. J'ai dit bien, c'est un chapitre permettant au casque bleu des Nations Unies d'utiliser des forces létales. Bon, écoutez, ça c'est juste une rectification. Maintenant, s'agit-il de la position d'Haïti? Ce n'est un secret pour personne. Je ne vais pas claironner une fois encore que Haïti est pauvre, Haïti est ci, Haïti est ça, etc. Ce n'est un secret pour personne. Les chiffres sont là. La situation, elle est là. Elle est criante, elle est présente. Donc, je ne voudrais pas y revenir. Je dirais tout simplement, sur le plan international, sur l'échiquier international, sur l'échiquier de la politique étrangère, Haïti, comme d'autres pays, ont des pouvoirs plutôt limités. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la force d'un État? Ce qui fait la force d'un État, il y a trois choses majeures. C'est l'économie, c'est la technologie et l'armée. Effectivement, il n'y a pas qu'Haïti. Vous prenez un pays comme le Mali, comme le Sénégal, etc., j'en passe. Ce sont des pays logés à la même enseigne d'Haïti, à la même enseigne que Haïti. Cependant, il est très important de souligner que Haïti, en tant qu'État-nation, en tant qu'État libre, en tant qu'État indépendant, parce que mon ami Saint-Louis a tendance de dire que Haïti, le fait d'être un pays pauvre, etc., ça fait le perdu, etc., statut. Non, Haïti n'a pas perdu statut, bien que n'a traversé une situation politico-économique
assez extraordinaire. Excusez-moi, je ne dis pas que Haïti a perdu son statut parce que c'est un pays pauvre. Je dis tout simplement Haïti est placé sous chapitre 7. Donc Haïti, écoutez, c'est parce que, écoutez, Haïti maintenant est un pays en faillite. Il faut l'admettre, c'est un pays en faillite. Et c'est comme si c'est un pays, quand on est sur chapitre 7, écoutez, cher maître, c'est comme si c'est un pays qui est frappé des déchéances. Moi, je dirais, j'allais plus loin pour dire que... Non, vous voyez, cher maître... Non. Wendell, il va falloir qu'on se mette d'accord entre lui et moi. Je vais reprendre ce fameux chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Lorsque, à l'intérieur d'un pays, il y a conflit, j'ai dit bien, il y a conflit, et que le Conseil de sécurité des Nations Unies décide d'envoyer une force d'interposition, il y a plusieurs cadres. Mais le cadre le plus lourd, c'est le chapitre 7. Pourquoi? Parce que ce chapitre 7 permet aux forces onusiennes d'utiliser des armes létales. Mais maintenant, il n'y a plus de force d'interposition en Haïti. Donc, il ne faut plus en parler, etc. Haïti n'est pas... Il n'y a plus de force onusienne en Haïti. Mais je regrette. Lorsqu'on est sur le chapitre 7, cela veut dire c'est l'exécutif mondial réuni à travers le Conseil de sécurité de l'ONU qui se substitue à l'exécutif national. Et c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on dit qu'Haïti c'est un pays en faillite. On est en faillite. Donc on vit à l'heure actuelle une situation de déchéance. Vous avez dit, cher maître, c'est pas parce que Haïti c'est un pays pauvre qui fait que Haïti perd son statut au niveau international. Nous sommes, à l'heure actuelle, c'est comme si nous sommes un non-État. Écoutez, Haïti, par rapport à sa situation économique aujourd'hui, c'est un pays qui se trouve dans une situation, dans une situation de catastrophe humanitaire. Et le fait qu'on se trouve dans une situation de catastrophe humanitaire, Haïti a perdu totalement son droit de manœuvre. Écoutez, Haïti a perdu totalement son droit de manœuvre sur le plan international. Ok, même d'après nous cadrer question pour... Je vais prendre 30 secondes. Pour une meilleure, juste une seconde, pour une meilleure compréhension de la part du public. Moi-même, si nous voulons, aller dans ce sens-là. Pas de gens qui ont tort et par rapport à l'explication que nous avons, que ce soit sur question Haïti, pays pauvre, pays en faillite, c'est vrai, les chiffres sont là. Et ça veut dire tout que nous sommes un peuple vulnérable. Mais est-ce que le fait d'être vulnérable est enlevé dans notre droit que nous gagnons pour agir en grand monde? Il y a une chose que je ne laisserai pas passer. Laquelle? La suivante. Laquelle? Il ne faut pas confondre un pays pauvre et un pays en faillite. Haïti, certes, un pays pauvre, mais Haïti n'est pas un pays en faillite. Parce que jusqu'ici, Haïti arrive à honorer sa dette extérieure. Donc, Haïti arrive à payer ses créanciers. Donc, Haïti n'est pas un pays en faillite. Je suis d'accord avec mon ami Saint-Louis pour dire que Haïti est un pays pauvre. On n'a pas besoin de le crier parce que tout le monde le sait déjà, mais Haïti n'est pas un pays en faillite. Bon. On est en faillite lorsqu'on n'est pas incapable, lorsqu'on est en situation de ne pas pouvoir honorer ses échéances. Donc, Haïti n'est pas dans cette situation. Vous abordez la question sur le plan commercial, cher maître. J'aborde la question donc, sur le plan politique et sur le plan économique. Je dis Haïti se trouve dans une situation de faillite. Et ce qui explique, parce que vous faites référence toujours aux États-Unis, c'est par rapport aux États-Unis que Haïti ne dispose pas des droits de manœuvre. Parce que quand vous avez parlé des représailles politiques ou diplomatiques ou commerciales, Wendell Théodore, ou pas penser les États-Unis d'Amérique qui a décidé dans 48 heures, on vote Haïti fait contre lui, il s'aimait la famille de toutes, il s'aimait grand goût la famille de toutes les familles haïtiennes. Donc les menaces sont bien... Écoutez, cher maître. Les menaces sont réelles. Non, les menaces sont bien réelles. Donc il ne faut pas... Écoutez, cher maître, les menaces sont bien réelles. Il ne faut pas infantiliser le peuple. Il ne faut pas infantiliser le peuple. La situation est ce qu'elle est aujourd'hui. Haïti ne dispose pas, et par rapport à sa situation de vulnérabilité, comme vous avez souligné, Haïti ne dispose pas beaucoup de droits de manœuvre. Donc sur le plan Maître Saint-Louis, Maître Atisté demandé
sollicité une intervention de 30 secondes. Oui, mais justement, ce que je ne comprends pas, un vote a eu lieu avec, je crois, 34 pays, 34 ou 36 pays, je ne m'en rappelle plus trop, hein, les membres du Conseil de sécurité. Tout près de nous, il y a la République dominicaine qui a voté dans le même sens qu'Haïti, ou bien Haïti a voté dans le même sens que la République dominicaine. Mais pourquoi voulez-vous ramener ce vote uniquement par rapport au vote des États-Unis, un vote d'alignement? Mais pourquoi ne pas comparer le vote d'Haïti par rapport au vote de la République dominicaine? Pourquoi ne pas comparer le vote d'Haïti par rapport au vote de l'Argentine, etc., etc. Mais pourquoi Maître Atis, écoutez. Maître Atis, est-ce que vous êtes sincère dans ce questionnement que vous faites là, maintenant? Je suis très sérieux. Sérieux et sincère? Je suis très sérieux, je suis sincère. C'est à vous de répondre. Absolument, je pense qu'en fait, il faut qu'on soit sérieux, Wendell Théodore. La situation d'Argentine n'est pas celle de la République d'Haïti, encore moins la République dominicaine. Ce n'est pas la même situation. Je ne suis pas en train de dire, écoutez, ce n'est pas la même situation. Sur le plan interne, ce n'est pas la même situation. Écoutez, Haïti se trouve, je l'avais souligné tout à l'heure, pour dire que ce n'est pas Haïti seulement. Donc géopolitiquement, géographiquement, on se situe dans la zone américaine. Et je vais dire deux choses. Là, cette situation dans laquelle se trouve Haïti aujourd'hui ne date pas. Ça ne date pas aujourd'hui. Je ne suis pas en train de blâmer le gouvernement actuel, encore moins le président de la République, pour avoir décidé de ne pas appuyer le Venezuela dans ce vote. Vous vous rappelez en 1994. En 1994, le président Aristide s'accompagnait d'une force militaire de 20 000 hommes pour reconquérir un pouvoir, je dirais, perdu par sa propre faute. Après le tremblement de terre, sous l'influence des États-Unis, sous les dictats des États-Unis, on a pris une loi, la loi d'urgence, donc permettant à l'ancien président Bill Clinton de gérer les fonds destinés à Haïti. Et je me rappelle, je vais dire, qu'on soit le président Jovenel, Maurice Nassis, ou encore, comment il s'appelle, le leader du Petit Desailly, Moïse Jean-Charles. Donc les résultats auraient été les mêmes. Bah, écoutez, je trouve que c'est dommage. On est en train de dépouiller la personnalité de ce pays. Voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a un dépouillement. Non, cher maître. Écoutez. Je vais répondre. Je vais apporter une précision. Vite. Leslie Maniga qui participait à une conférence des historiens de l'Amérique latine. Et puis Leslie Maniga disait qu'il a été étonné de voir que le nom de Toussaint Louverture n'a pas été cité comme l'homme universel. Et puis Leslie Maniga a conclu pour dire, ce n'est pas parce que Toussaint Louverture a cessé d'être un homme universel, c'est parce que son pays, Haïti, est frappé de déchéances. Oui. Donc, je ne suis pas en train de dépouiller Haïti de toutes ses prérogatives sur la scène internationale. Je fais un constat, et j'essaie d'analyser la situation, et c'est pourquoi je dis, je ne blâme pas le gouvernement haïtien pour avoir pris cette position. Parce que nous n'étions pas toujours en situation de constante dignité pour défendre les intérêts supérieurs de la nation. Donc aujourd'hui, il y a constance. Je pense que ce vote, il est allé dans le bon sens. Il faut applaudir l'action du président de la République et son gouvernement. Parce que pour moi, je pense que, effectivement, c'est certains problèmes récurrents en Haïti. Tout le monde croit pouvoir intervenir, croit pouvoir prendre la parole dans tous les sujets donnés. Je ne dis pas. Moi-même, je dis, une petite motion, une seconde. Je ne dis pas que le vote
va dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Je dis tout simplement, le vote du gouvernement d'Haïti est compréhensible. Bon, et vous avez résumé la situation, non? Cependant, je voudrais ajouter une chose. Avant de terminer. Effectivement, avant de terminer, aujourd'hui, Saint-Louis l'a dit, la puissance des États-Unis est incontestable. Regardez ce qui s'est passé, l'accord signé en 2015 avec l'Iran, d'un trait de crayon par le président américain. Et aujourd'hui, cet accord, il est caduc. Parce que c'est le président des États-Unis qui l'a voulu ainsi. Donc l'Europe s'est pliée, la communauté internationale s'est rendue. Donc moi je pense que Haïti n'a pas le droit de mettre tous ses œufs dans le même panier. Haïti n'a pas le droit. Peu importe ses relations intimes avec un pays, par exemple le Venezuela, mais le président Jovenel a compris que Haïti doit pouvoir élargir son cercle d'amis. Donc c'est ce qui a été fait. Il a élargi. Il a élargi son cercle d'amis, certes, et en même temps, il a affirmé... Je n'ai pas tout bien compris. J'ai dit bien, parce que le vote... Vous avez dit que le président a élargi son cercle d'amis. Bien sûr. Parce qu'il y a eu quand même des heureux. En éliminant le Venezuela. Je ne sais pas pourquoi vous dites en éliminant. Mais pourquoi c'est en éliminant? Pourquoi c'est le verbe éliminer? Je vous pose la question. J'ai dit on conserve le Venezuela comme étant il avait déjà les États-Unis. On conserve le Venezuela comme étant un ami ancestral. Il avait déjà les États-Unis. Un ami intime, le peuple vénézuélien, un ami intime du peuple haïtien. Mais Haïti élargit son cercle. Je ne dirais pas son cercle d'amis, mais Haïti élargit son cercle d'intérêt. Par transitivité, vous voulez dire alors? Par transitivité, en pensant à la Russie, à la Chine, c'est ça? Haïti élargit son cercle d'intérêt, un, et de deux, Haïti est en train de se positionner ou repositionner sur la scène internationale. Max Atis, merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin à Métropole. Je vous en prie. Soudé Saint-Louis, merci. Merci. Je ne dirais pas comme mon collègue Haïti avait élargi son cercle d'amis, je dirais tout simplement Haïti a élargi son cercle d'intérêt. Donc il ne faut pas blâmer, je dis qu'il ne faut pas blâmer le gouvernement, il faut chercher à comprendre quel est l'intérêt défendu par Haïti dans ce vote qu'elle a eu contre le Venezuela. Merci. En utilisant des expressions différentes, vous parlez le même langage apparemment. Pas forcément. C'est vous qui le dites. Donc il y a quand même des nuances. À tort ou à raison. Donc il y a quand même des nuances qui ont été apportées. Merci, même si dans l'ensemble nous sommes d'accord sur le vote. Sur le vote. Merci, monsieur. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Passez une bonne journée et une bonne semaine. Merci, Wendel. Merci, Wendel. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités ce matin, Max Atis, professeur, et maître Soudé Saint-Louis. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.